Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 130 morts, plus de 400 blessés, un pays tout entier traumatisé. Demain, la France va commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. À l'époque, il avait fallu attendre 4 mois pour que la police interpelle le dernier membre encore en vie du commando, Salah Abdeslam. C'était le 18 mars 2016. Arrestation musclée, vous l'entendez, qui s'était déroulée en Belgique, à Molenbeek, dans la périphérie de Bruxelles. Bonjour Maximilien Carlier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Molenbeek, arrondissement qui nous est apparu il y a 10 ans comme un foyer islamiste où les terroristes avaient pensé, préparé leurs attentats. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Avant d'échanger avec vous Maximilien, on écoute votre reportage. Dans cette ruelle, une dizaine de boutiques vendant des voiles et tuniques. Un voile que porte une grande majorité de femmes croisées ici. Molenbeek, quartier où règne le communautarisme, raconte Monique, avec encore, selon cette surveillante scolaire, une poignée d'islamistes radicaux. Il y en a quelques-uns qui sont un peu radicalisés, qui se font embobiner, des jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui se sentent discriminés, qui pensent que tous Molenbeek sont des racistes. Un peu plus loin, il y a ce petit immeuble en briques rouge, un centre social qui propose une soirée consacrée à la Palestine. Avant, c'était le bar des frères Abdeslam. Sur fond d'alcool et de cannabis, c'est ici que les terroristes ont préparé les pires attentats jamais commis en France. Un lieu toujours aussi sinistre pour les habitants. On n'a pas cru que c'est quelqu'un de quartier qui a fait ça. On n'a pas envie de penser à ça. En parlant des attentats, ça me donne la chair de poule. Encore 10 ans après, c'est normal. Hein. Un islamisme toujours présent, mais désormais, poursuit cette riveraine, le quartier est aussi gangréné par le trafic de drogue. Fusillades et points de deal visibles en pleine rue, des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, conclut-elle. Maximilien Carlier en direct avec nous. Maximilien, on l'entend dans votre reportage, la situation n'a guère évolué en 10 ans dans cette commune de Bruxelles. Elle s'est même, on peut le dire, aggravée. Hein. Écoutez, oui, cela s'est empiré. C'est ce que m'a raconté une habitante que j'ai interviewée sur place à côté d'un parc pour enfants. Un parc où bien il y a régulièrement des tirs, de la drogue qui circule. On voit ces petits dealers sur leurs chaises. Tout cela, sur fond de radicalisation islamiste, en fait. Voilà ce que m'a expliqué un ancien député belge, Georges d'Allemagne. Il est spécialiste de ces questions. Selon lui, il y aurait en fait un système de blanchiment d'argent entre milieux islamistes et ceux liés au trafic de drogue. Alors, face à cela, il y a des riverains de cette commune bruxelloise qui compte environ 100 000 habitants qui continuent de se battre. Monique, qu'on entend dans le reportage, m'a confié qu'elle voulait poursuivre son travail ici à Molenbeek pour que le quartier ne tombe pas complètement aux mains des narcotrafiquants. Ils veulent prendre ma place, voilà ce qu'elle m'a dit. Un quartier qui, en fin de compte, fait moins l'actualité pour fait de radicalisation ces dernières semaines, mais plus pour trafic de drogue. Merci beaucoup Maximilien Carlier, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Molenbeek en Belgique. Alors Salah Abdeslam, on se souvient, on l'a entendu à l'instant, avait effectivement été interpellé à Molenbeek, condamné à la perpétuité incompressible, et pourtant il est de nouveau dans le viseur de la justice. Oui, soupçonné de préparer un nouvel attentat terroriste grâce à l'ordinateur auquel il avait accès. Son ex-compagne, qui vient d'être mise en examen et placée en détention provisoire, lui avait fait passer une clé USB contenant de la propagande djihadiste. Hier soir sur TF1, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a affirmé, je cite, avoir été sidéré comme les Français par ces conditions de détention avantageuses. Il affirme avoir mis fin à ces avantages et avoir instauré des hygiaphones au parloir. 13 novembre, 10 ans après, on vous parle depuis lundi de ce podcast européen exceptionnel avec des archives et des témoignages puissants. 3e épisode aujourd'hui à la veille de la commémoration des attentats avec Cyril de la Morinerie. Le soir de ces attaques islamistes, il commentait pour Europe 1 le match France-Allemagne. Témoignage à écouter sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La Charente-Maritime la semaine dernière, ce sera la Haute-Garonne pour lui aujourd'hui. Emmanuel Macron, au plus bas dans les enquêtes d'opinion, continue son opération Reconquête. Direction Toulouse pour dévoiler la stratégie spatiale du pays à horizon 2040 et débattre avec les lecteurs du journal La Dépêche du Midi sur la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux. Objectif, regagner du terrain dans le cœur des Français. Mais les déçus du macronisme sont nombreux, Charles Lhuillier. Jean, 34 ans, a toujours voté Emmanuel Macron. Mais selon lui, le président aurait pu davantage réformer s'il avait eu plus de tact. Il a passé sa réforme des retraites en force. C'est là où j'ai pu vraiment adhérer. Aller au bout de la réforme, d'accord. Mais du coup, c'est trop en force. Et ça, je pense qu'il a jamais compris. Déconnexion pour certains et manque de flair politique selon André, qui a rompu avec la Macronie depuis l'an dernier. Ce qui a été surtout le gros choc, c'est la dissolution. La dissolution nous a complètement fichus par terre. Et en fait, le résultat, c'est surtout une
pagaille. Bordélisation dans l'hémicycle et ensauvagement dans la rue. L'un des gros échecs de la Macronie selon Solange. Moi, ce qui me plaisait, c'est ces idées jeunes, réformateurs, plein de choses. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe. Donc l'insécurité, tous ces gens-là qui attaquent n'importe qui dans la rue. L'île d'Oléron, vous vous rendez compte? En 2027, de toute façon, c'est sûr que je voterai certainement pas pour les écologistes. Quand on veut couler les agriculteurs, il n'y a pas mieux que les écolos. Voilà. C'est pour ces raisons que cette ancienne macroniste ira se mêler aux agriculteurs ici aujourd'hui. Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. Les agriculteurs qui prévoient en effet de perturber la visite présidentielle. Ils veulent pouvoir échanger avec le chef de l'État, lui dire leur inquiétude, montrer leur colère face à la menace de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. La semaine dernière, lors d'un voyage en Amérique du Sud, Emmanuel Macron s'est dit à ce sujet, je cite, plutôt positif. Le président qui a reçu hier à l'Élysée le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Plus d'un mois après la reconnaissance de l'État palestinien par la France, il s'agissait de discuter de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de l'après dans l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron a également estimé que les projets d'annexion israélienne en Cisjordanie constituent une ligne rouge à laquelle l'Union européenne réagirait fortement. Comment Israël a-t-il réagi à cette rencontre? Pour Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, c'est surtout le profil de Mahmoud Abbas qui est indigne. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. Nous savons qu'il n'est pas sincère. En plus, franchement, c'est un truand. C'est quelqu'un qui a reçu des milliards d'euros de la France, du contribuable français, et non seulement de la France, mais de la communauté internationale, et s'est enrichi, personnellement. Alors, quelqu'un qui s'est enrichi, qui est un milliardaire avec son jet privé, seulement en recevant des dons et seulement de l'assistance internationale, quand son peuple ne meurt pas de faim, mais quand son peuple n'a pas pu se développer son économie comme il le fallait, c'est un truand, pas plus que ça. Joshua Zarka ce matin sur Europe 1, interview complète à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1. Elle est la culture avec un beau gosse de 35 ans, 14 millions d'albums vendus. Largo Winch est de retour. Oui, dans une nouvelle bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Dupuis, avec le dessinateur des origines, mais un nouveau scénariste. Sébastien Bordenave a lu « Si les dieux t'abandonnent » pour Europe 1. En bande dessinée, Largo Winch a 35 ans, mais le personnage a d'abord existé sous forme de roman. Dans les deux cas, c'est le même créateur, le légendaire belge Jean Van Damme, papa aussi de 13 et de Torgal. Le dessinateur a toujours été Philippe Franck. Qui dit nouvel album, dit de nouveaux personnages à créer. C'est vrai que j'ai déjà mis mon beau-père, ma belle-mère et des copines dans certains albums de la série. Mon beau-père, je ne lui avais pas demandé la permission. Ma belle-mère, oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un effet contre-productif parce qu'à partir du moment où on reconnaît un personnage de cinéma ou de la politique, il va prendre le pas sur le personnage de l'histoire. Et donc, c'est pas intéressant. Le scénariste, lui, est tout nouveau, c'est Jérémy Guèze. Il nous présente Largo Winch. C'est quelqu'un qui hérite d'un empire alors qu'il en veut pas. Et il cherche à échapper à ça toute sa vie. Il vit pas du tout l'argent et le pouvoir comme une bénédiction. C'est vraiment quelque chose qui vient le faire dériver de sa trajectoire propre avec laquelle il arrivera jamais à renouer parce qu'il a ce poids sur les épaules, qu'il le veuille ou non. Dans cet album, un homme d'affaires développant des drones humanitaires est retrouvé mort sur son yacht tout près de chez Largo, qui va devoir s'occuper de sa fille en danger. Les histoires de Largo Winch vont toujours par deux, alors vivement la suite. Sébastien Bordenave. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.